Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Désolé. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Moumou, laisse-moi mourir 5 et plein droit, el padrino camari des ou la mondia. Alors, nous voilà, nous volvons ces caméras pour parler de ce que M. Adou Richard a dit, procureur de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Adou Richard. C'est très important, nous allons parler parce qu'il a révélé des choses cachées que le grand public ivoirien ne savait pas. Voilà, donc les enquêtes avancent sur le terrain et donc nous allons en parler un peu. Alors pour commencer, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui sont connectés, toutes celles qui sont connectées, ceux qui vont regarder, celles qui vont regarder ça plus tard. Je vous remercie, je vous salue avec loyauté, avec sincérité, avec humilité. Alors, je vous prie de vraiment vous abonner sur la chaîne Info Afrique. Cliquez sur j'aime pour être l'un des abonnés de cette chaîne. Alors, nous sommes devant cette caméra pour se dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? On va se dire la vérité. Pourquoi je dis Laurent Gbagbo a été faible? Avec Laurent Gbagbo, parce que je vois les opposants qui disent que non. C'est parce que le RDR était dans l'opposition, raison pour laquelle il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire. Maintenant que le RDR est au pouvoir, il n'y a plus de rébellion. Mais écoutez, écoutez-moi, ce que vous avancez, si vous prenez ça comme argument pour dire comme le RDR était dans l'opposition, voilà pourquoi il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, comme maintenant le RDR est au pouvoir, il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que le RDR soit au pouvoir ou dans l'opposition, tout dépend de la capacité de celui qui est au pouvoir. Si tu es au pouvoir et que tu es incapable, tu es incompétent, mais il aura toujours la guerre, il aura la division, il aura une rébellion. Sous le gouvernement de Ouattara, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu tentative de déstabilisation. Des gens ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Parce que c'est incapable qui est au pouvoir. Je dis bien, c'est incapable qui est au pouvoir. Donc, il a su verrouiller le pays. Il a su contrôler les entrées et les sorties. Il a su protéger, il a su protéger la stabilité du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de désordre. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de rébellion. Sinon, si Ouattara et son gouvernement s'étaient comportés comme les gouvernements précédents, comme celui de Bédié et celui de Laurent Gbagbo, je pense que la Côte d'Ivoire allait toujours être à 100. Je dis bien, la Côte d'Ivoire allait être toujours en 100. Mais puisque nous avons eu la chance d'avoir Alassane Ouattara comme président de la République, aujourd'hui, on peut parler d'unification de la Côte d'Ivoire. On peut parler de paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Même si des gens ont toujours la haine au fond de leur cœur, mais on peut quand même en parler de paix. Vous savez, le gouvernement ivoirien n'a pas relâché cette affaire. Parce que nous voyons des pro-Soro qui viennent vociférer, soit disant que ce mandat d'arrêt que la justice ivoirienne avait lancé contre Soro Diom, c'était un mandat d'arrêt politique, juste pour éliminer Soro Diom à la course présidentielle. Et donc, ils ont essayé de manipuler ça et de mentir aux gens, comme quoi Soro n'avait rien fait, et que c'était un mandat d'arrêt politique. Voilà pourquoi le gouvernement a peur de Soro. Donc le gouvernement veut tout faire pour éliminer Soro. Écoutez-moi, n'oublions pas l'histoire encore récente et nous devons savoir que Guillaume Soro lui-même et son équipe ont reconnu les écoutes téléphoniques. Donc Soro Guillaume ne peut pas nous dire dans cette écoute téléphonique, il plaisantait ou bien il parlait à sa femme. Il n'était pas là parler avec sa copine dans cette écoute téléphonique. Parce que les gens veulent nous faire croire que c'est un montage. Ce n'est pas un montage. C'est elle-même qui est l'avocate, qui est chargée de défendre les dossiers de Guillaume Soro.
Elle a reconnu l'authenticité de cette écoute. Je cite son nom, Afoussata Baba. Elle est l'avocate qui doit défendre les dossiers et qui défend les dossiers de Guillaume Soro. Elle a fait une vidéo pour dire que oui, cette écoute, elle est authentique, mais elle date de 2017. Et que ce n'était pas tout. Et que eux, Guillaume Soro et sa bande, ils avaient encore le reste de cette écoute. Et donc, les jours à venir, ils allaient exposer ça. Nous avons entendu. Ça fait maintenant au moins plusieurs mois. Ils n'ont même pas encore fait écouter le reste de cette écoute, de cette bande sonore. Ils n'ont même pas encore fait écouter ça aux Ivoiriens. Donc, le fait de dire ça date de 2017, elle est une menteuse. Cette avocate, elle ment. C'est elle qui ment. Parce que Abdou Richard n'a pas menti. Abdou Richard est venu exposer ça aux gens. Abdou Richard n'a pas dit que c'est une banque qui date de 2017. Abdou Richard n'a pas dit que Ouattara, il savait déjà ça depuis 2017. Et comme Soro Guillaume, il ne fait plus partie du gouvernement d'Alassane, il n'est plus président de l'Assemblée nationale, donc la justice ivoirienne maintenant va le traquer pour l'éliminer de la course présidentielle. Ce n'était pas ça. Cette bande sonore date de 2019. Et elle-même, elle sait, Afoussata Baba le sait. Elle date de 2019. Il a fait cette bande sonore lorsqu'il a quitté le pays pour venir en Europe, pour venir en Occident dans le but de faire un coup d'État contre Alassane Ouattara. Donc c'est une bande sonore qui est récente. Mais puisque Afoussata Baba ne peut pas dire elle est récente, elle était obligée de dire non, ça date de 2017. Mais c'était à elle de venir démontrer aux gens pour prouver réellement que non, le mandat d'arrêt que le gouvernement ivoirien, sinon que la justice ivoirienne avait lancé contre Soro, était un mandat d'arrêt politique et que c'était un mandat manipulé. Mais ils n'ont pas été capables à la hauteur d'argumenter leurs accusations parce qu'ils accusaient le gouvernement, comme quoi le gouvernement manipulait la justice ivoirienne. Mais il faut argumenter avec preuve à l'appui pour faire comprendre réellement aux gens que oui, ce mandat d'arrêt n'avait pas lieu d'être et que c'était une manipulation politique. Mais ils n'ont pas été capables. Non seulement Afoussata Baba a reconnu que la bande sonore dans laquelle Soro Guillaume dit tient une télécommande à main et qu'il lui suffit d'appuyer sur le bouton pour déclencher les hostilités, elle l'a reconnu. Au moins si elle avait nié les faits pour dire non c'est faux, Soro Guillaume n'a jamais fait ça et que c'était un montage, les Ivoiriens allaient douter. Les Ivoiriens allaient croire que oui, réellement, c'est une manipulation politique. Mais le rêve qu'elle a fait là, c'est qu'elle a reconnu, elle-même, elle a reconnu en tant qu'avocate. Donc si elle a reconnu, c'est que Soro Guillaume lui-même, il lui a dit que oui, c'est vrai. Et que Soro Guillaume, s'il n'était pas d'accord, et que cette bande avait été manipulée, Soro Guillaume allait dire, bon, à partir de cet instant, comme tu mens sur moi, tu t'en vas dire des choses que moi, Soro, je ne t'ai pas dites, alors tu n'es plus mon avocate. Quitte dans le groupe de mes avocats. Soro Guillaume allait dire à Afoussata Baba qu'elle ne faisait plus partie des avocats de Guillaume Soro. Mais jusqu'à présent, Soro Guillaume n'a jamais pris de décision pour démettre Afoussata Baba de son poste qu'elle occupe au sein des avocats, des membres des avocats de Soro Guillaume. Donc, nous pouvons conclure que dès cet instant, Soro Guillaume lui-même a reconnu l'authenticité de cette bande, de cette écoute téléphonique. Donc, Soro Guillaume est coupable. Mais puisqu'elle disait que ça date de 2017, nous pouvons dire que c'est elle qui ment. C'est une menteuse parce qu'elle n'a pas prouvé le contraire. Puisque le gouvernement ivoirien dit c'est récent, elle dit c'est pour 2017, ça date de 2017, elle devrait exposer les faits. Et elle devrait dater cette écoute téléphonique pour mettre les mensonges du gouvernement au grand jour. Mais si elle est incapable, comme avocate, si elle est capable d'exposer le mensonge du gouvernement, parce qu'elle dit le gouvernement ment, donc si elle est incapable d'exposer le mensonge ou bien les mensonges du gouvernement, c'est que c'est elle-même qui ment. Donc c'est une grande menteuse devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui encore, il y a des faits qui viennent de sortir. Des gens qui ne savaient rien, ils disaient que Ouattara avait arrêté les députés qui étaient en exercice. Et donc c'était une dictature. Il faisait allusion aux Tsoutousou, les Anel, le Bougnon et consorts, les bandes là. Et qu'ils avaient été arrêtés au sein du siège du GPS. Mouvement politique de Guillaume Soro. Pour ne pas vous dire organisation
terroriste de Guillaume Soro. Ce mouvement-là, ceux qui étaient là-bas ce jour-là, ils organisaient maintenant comment il fallait, ils organisaient leur coordination. Ils voulaient coordonner les choses parce que Guillaume Soro était prêt à aller au pays. Donc c'était un entretien qu'il faisait. Quel rôle chacun allait jouer. Et c'est ce qu'il s'était parti dire au sein de ce siège. Mais ce qu'Ado Richard vient de révéler encore, c'est grave. Il a dit au sein du bâtiment qu'ils ont pris comme le siège, il y avait des appareils militaires pour capter la communication de l'armée ivoirienne. Mais est-ce que député est maintenant militaire? Député maintenant il est militaire. Les députés ils sont maintenant militaires. C'est eux maintenant qui détiennent les appareils militaires pour capter les écoutes, pour mettre l'armée ivoirienne sous écoute. Leur travail là, est-ce qu'on leur a demandé de mettre l'armée ivoirienne sous écoute? Ce n'est pas leur travail. On dit allez-y voter des lois. Allez-y parler des lois dans l'Assemblée nationale. Ils ne vous ont pas recommandé de créer un siège et acheter des appareils militaires pour mettre l'armée ivoirienne et espionner les membres du gouvernement ivoirien. Ce n'était pas ça leur rôle. Mais ces appareils qu'ils possédaient au sein du siège du GPS, c'était des appareils tout simplement qui allaient leur servir, qui allaient leur permettre de coordonner les choses et éviter les attaques de l'armée régulière, des loyalistes. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils allaient déclencher les hostilités, ils allaient mettre l'armée ivoirienne sous écoute. Donc, leur déplacement, ils allaient savoir à quel niveau ils étaient. Ils allaient les espionner. Et ils allaient attendre, ils allaient tendre des embuscades aux soldats ivoiriens pour les massacrer. Et c'était ça leur objectif. C'était ça leurs opérations. Ils allaient les mettre sous écoute pour savoir à quelle heure ils donnent, quels sont ceux qui sont à la garde, où se trouvent les armes. Parce que quand ils parlent, ils savent. S'ils sont sous écoute, l'autre va dire les armes, on met les armes ici et tout. Donc ils allaient avoir toutes les informations des différentes casernes de Côte d'Ivoire. Ils allaient avoir toutes les informations des différentes casernes de Côte d'Ivoire. Et quand ils allaient mener leur offensive, leurs attaques, ils allaient attaquer les bases militaires dans lesquelles se trouvaient les armes les plus importantes pour pouvoir s'alimenter en armes. C'était ça leur plan de guerre. Mais on les arrête. Et puis des politiciens disent non, c'est une manipulation. Mais on dit on les a pris en flagrant délit. Ils ont été pris en flagrant délit. Donc lorsque la loi ivoirienne dit, quand tu es député et qu'on te reproche des faits, on ne t'arrête pas automatiquement pour te condamner. On demande l'accord des députés pour afin que ces derniers lèvent ton immunité parlementaire avant que la justice ne te condamne. Mais au cas où, dans le cas contraire, où on te prend les mains dans le sac, mon frère, il n'est plus question d'aller demander l'accord des députés pour que les députés lèvent ton immunité parlementaire. Dans ce cas-là, la justice peut passer à l'action directement sans avoir besoin de l'accord des autres députés de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, eux, ils ont été pris en flagrant délit au sein du siège du GPS où ils étaient partis faire leur réunion. Il y avait des appareils militaires, des appareils qui allaient leur permettre de mener une guerre contre l'armée régulière. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Mais jusqu'à présent, Soro Guillaume, il est incapable de démentir cela. Tout ce qu'il sait dire, parce qu'il sait bel et bien faire la propagande, lui et sa maîtresse Afoussiata Mbaba, soi-disant avocate, tout ce qu'ils savent faire, non, c'est une manipulation, mais démentissez les faits qu'on vous reproche avec des preuves à l'appui. C'est là qu'on vous attend. C'est là que le débat s'oriente. Il ne s'agit pas de dire non, on sait ça. On sait que vous vociférez dans tous les sens pour vous échapper et vous donner au moins une bonne image vis-à-vis de la population ivoirienne. Mais nous sommes là, on va dire clairement à la population ivoirienne qui vous êtes, Soro Guillaume. Qui vous êtes. Donc vous savez, les proches de Soro Guillaume ont été arrêtés. Et au sein de cette affaire, il y a des militaires qui sont impliqués. La preuve en est que le mois passé, d'après les déclarations d'Ado Richard, procureur de la République de Côte d'Ivoire, il affirme dans ses propos
qu'il y a eu 14 militaires qui ont été arrêtés. Deux grands officiers, je pense, et les autres. Vous comprenez? Donc, il y a eu des militaires, 14 militaires et 5 civils qui ont été arrêtés suite aux enquêtes. Pourquoi ceux-là, ils ont été arrêtés? Parce qu'ils étaient impliqués dans le coup que Soro Guillaume préparait. Et donc, quand la justice ivoirienne a su cela, quand le gouvernement ivoirien a su cela, et que ces gens-là savaient que chez eux, ils allaient être perquisitionnés. Parce que les armes avaient été dissimulées partout. Chez ces gens qui étaient impliqués là-dedans, soit disant députés. Chez eux, ils avaient gardé des armes là-bas. Donc, quand le gouvernement ivoirien a su, et eux maintenant, ils ont su, leurs proches ont su, qu'il y allait avoir des perquisitions. Alors, ils se sont dépêchés, ils ont dépêché des éléments pour que ces éléments enlèvent ces armes au domicile de ces concernés. Et puisque ceux qui étaient impliqués, ils étaient au courant qu'il y avait des armes, c'est ceux-là qui se sont dépêchés. Ils ont utilisé 17 véhicules. 17 véhicules pour mettre les armes là-bas, pour aller dissimuler ça partout. Ils sont allés même enterrer certaines armes dans la lagune. Ils sont allés mettre ça au fond de la lagune pour brouiller les traces. Mais en faisant ça, ils ont oublié qu'il y a des caméras en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont oublié. Il y a des caméras. Et donc, ces caméras ont filmé ces gens-là. Ces caméras les ont filmés. Ces caméras ont permis à l'armée et au service de renseignement ivoirien de savoir où ces véhicules sont passés, où c'est passé, où c'est passé. Et ils ont su où ils sont allés enterrer ces armes. Et suite à la traçabilité numérique que l'armée et les services secrets, les services de renseignement ivoiriens ont utilisé pour retrouver les traces de ces armes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui n'ont pas été bien filmés. Mais ce qu'ils oublient, ils savent qu'avec les empreintes digitales, on peut te retrouver. Puisque aujourd'hui, le passeport est numérisé. Parce que d'autres vont dire, mais est-ce qu'on prend empreinte des gens? Oui, ces gens-là, ils ont des passeports. Donc, en faisant des passeports, ils ont laissé leurs empreintes digitales. Ah oui, parce que avant de faire un passeport, là, tu mets tes empreintes, tes doigts, là, tu mets ça. Quand tu mets là, c'est enregistré. Donc, si par la suite, tu t'en vas commettre un crime, sachant bel et bien que tu as déjà fait un passeport dans ta vie, et que tu as déjà un passeport, sache que tes empreintes, tes doigts, tu as laissé des traces au sein d'un ordinateur. Et donc, le service de renseignement a déjà tes empreintes sous la main, même que tu sois à l'étranger. Si tu as fait un passeport ivoirien, étant dans un pays étranger, tes empreintes sont envoyées au bureau central, en Côte d'Ivoire, là-bas, à Abidjan. Donc, si jamais tu as déjà un passeport, tu as déjà eu un passeport ivoirien dans ta vie, et que tu t'en vas toucher quelque chose, cette chose, si on fait des analyses approfondies, pour détecter quels sont ceux qui ont touché cette chose, en détectant, on sait que les empreintes de tel individu sont restées sur la chose, mon frère, automatiquement, on sait que c'est toi. Il n'y a pas de débat. Tu ne peux pas dire ce n'est pas moi. L'empreinte, on ne ment pas. Ça ne ment pas. C'est comme l'ADN. Il n'y a pas de mensonge. C'est toi. On s'en va t'arrêter. Et c'est à travers les empreintes digitales qu'ils ont su quels sont ceux qui étaient impliqués dans le déplacement des armes. Voilà comment ils ont su ça. Voilà comment ils ont su que ces gens-là étaient impliqués. Mais ils ne sont pas encore finis par. Il y a d'autres qui ont fui. Si tu te sens innocent, tu te dis que tu es innocent, tu fuis pour aller où? Il fuit pour aller où? Si tu dis que tu n'es pas coupable, tu dis que tu n'es pas coupable, tu ne te sens pas concerné. Mais ils vont te poser des questions. On dit qu'il y a des empreintes qu'ils ont trouvées là-bas. Va démentir que ce ne sont pas tes empreintes. Ou bien tu les pousses à prendre tes empreintes sur place. Ils vont appeler des experts. Ils vont comparer les empreintes. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ta photo qui sort, mon frère, ils vont te laisser. Mais tu dis ce n'est pas toi et tu fuis. Je ne parle pas de Soro, mais ses collègues qui sont à Abidjan, beaucoup ont fui. Beaucoup ont fui. Oh, pourtant, Soro, il reste à l'étranger ici et il fait croire aux gens que c'est une manipulation politique. Et donc, ce mandat qui a été lancé, c'est un mandat politique. Mais c'est faux. Ce n'est pas un mandat politique. Soro Guillaume voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas.
Maintenant, il y a d'autres qui soutiennent Soro Guillaume par hypocrisie. Ils soutiennent Soro Guillaume parce que tout simplement, ils détestent Alassane Ouattara. Donc, ils sont conscients et ils savent bel et bien que Soro Guillaume préparait un coup d'État. Ils savent bel et bien que Soro Guillaume voulait encore faire couler le sang des citoyens ivoiriens. Ils savent bel et bien que Soro Guillaume voulait encore regresser l'avancement ou bien le développement de la Côte d'Ivoire. Ils savent bel et bien ça. Mais ils soutiennent Soro Guillaume de façon notoire. Hypocritement parlant, ils soutiennent Soro Guillaume parce que tout simplement ils détestent Alassane. Et ils font semblant de ne pas voir la vérité. Or, la vérité leur frappe à l'œil. La vérité est en face d'eux. La vérité est devant leur visage. Mais tout ça, là, ils le savent, ils ne veulent pas voir. Ils disent Soro Guillaume n'a rien fait, c'est parce qu'Alassane Ouattara a peur de Soro Guillaume. Voilà pourquoi il lui lance un mandat d'arrêt. Or, la chose qui pousse le gouvernement à lancer le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, elle est tellement claire, elle est simple. Et n'importe qui veut réellement accepter la vérité, il peut connaître la vérité. La vérité peut l'affranchir. Mais il ne faut pas, ils vont jouer l'hypocrisie vis-à-vis des Ivoiriens. Voilà pourquoi je dis, il faut un homme comme Alassane Ouattara. Et même dur, plus qu'Alassane Ouattara. Je dis, pour gouverner la Côte d'Ivoire là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de rebelles là-bas. Je dis bien, il y a beaucoup de rebelles dans notre pays. Les citoyens, majoritairement parlant, ivoiriens, sont beaucoup rebelles. Donc, pour les gouverner là, il faut être un plus rebelle il faut être quelqu'un qui est plus rebelle que ces gens-là pour les maîtriser. Parce que si tu n'es pas plus rebelle que ces gens-là, mais ils vont te malmener, ils vont verser assez de sang, ils vont déstabiliser notre belle nation. Et c'est ce que Laurent Gbagbo n'avait pas compris. C'est ce que Henri Konan Bédié n'avait pas compris. Mais il fallait les Ivoiriens, un homme comme le Guéhi Robert, c'est Guéhi qui les moins. Est-ce que sous le règne de Guéhi, les IB en fait, ils n'ont pas pu. C'est les Guéhi qui les moins ceux-là. Mais Laurent Gbagbo est très mou. Il est mou pour être président en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Voilà pourquoi je dis il ne s'agit pas du fait que le RDR est dans l'opposition. Donc les gens, les membres du RDR ont créé une rébellion. Non. Voilà pourquoi je dis je ne cautionne pas cela. C'est pas parce que le RDR était dans l'opposition qu'il y a eu rébellion. C'est parce que Laurent Gbagbo était incapable et il a laissé IB et Soro Guillaume le champ libre de mener leurs actions sur tous les terrains. Ils ont mené leurs actions paisiblement, sans être inquiétés. C'est ce qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question du RDR dans l'opposition, donc ça a créé guerre. Non, Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Il a laissé les antagonistes de la guerre, les propriétaires de la guerre, les auteurs de la guerre, les voyous de la guerre, les seigneurs de la guerre, les terroristes de la guerre. Il leur a laissé le champ libre et ils ont opéré librement. Ils ont déstabilisé notre nation. Vous pensez que sous le règne d'Alassane Ouattara, c'est même, ils n'ont pas essayé, ils ont tenté à plusieurs reprises. Mais c'est parce qu'il y avait un homme à la hauteur, un homme capable de les contrecarrer, un homme capable de les plaquer contre le mur, un homme capable d'éviter toute tentative de coup d'État dans notre pays, un homme capable de pousser hors de notre territoire ces voyous sanguinaires dans lesquels se trouve aussi M. Guillaume Soro. Donc voici, c'est ce qui est clair. Pourquoi les gens ne veulent pas voir ça? Mais le RDR est au pouvoir. Mais cela n'a pas empêché Soro Guillaume de placer ses pions en Côte d'Ivoire dans le but de faire encore un coup d'État. Donc là, quelle question pose maintenant les membres du pays qui passent leur temps, ou bien les membres du PDCI qui passent leur temps à dire que c'est parce que le RDR était dans l'opposition que le RPI a connu des coups d'État. Et mais si c'est le RDR qui était au pouvoir, il n'allait jamais avoir de coup d'État. Et ils prennent l'exemple comme quoi, eux, ils sont maintenant aujourd'hui dans l'opposition, donc il n'y a plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Comme ils sont dans l'opposition, comme ils ne sont pas violents, il n'y a pas de rébellion. Non! Soro Guillaume, c'est lui qui est le mal. Soro Guillaume et sa bande sont les maux de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, ils sont les maux de la Côte d'Ivoire. Ils sont le problème de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume et sa bande ne veulent pas laisser qui que ce soit gouverner paisiblement. Dans leur tête, dans leur philosophie, dans leur vision, tant que lui, Soro, il n'est pas président, quiconque deviendra président, lui, Soro, il doit prendre les armes pour combattre ce dernier. Voici ce qui anime Soro Guillaume.
Non seulement il vient avec toi, il mange avec toi. Et après, il se retire et il prend les armes pour te combattre. C'est ce qui est dans la tête de Soro Guillaume. Lui, pour lui, la démocratie, c'est l'arrivée de Soro Guillaume au pouvoir. Pour lui, là, une fois qu'il est au pouvoir, ça veut dire la Côte d'Ivoire est devenu pays démocratique. Mais tant qu'il n'est pas au pouvoir, tant qu'il sera dans l'opposition, ou bien tant qu'il sera ministre ou président de l'Assemblée nationale, quel que soit le poste qu'il occupera, si ce n'est pas le poste du fauteuil présidentiel, il considérera celui qui est là, ou bien tous ceux qui sont là, rebelles. Puis il se sent légitime de les combattre. Parce que dans sa tête, il se dit que ces gens-là, ils sont dictateurs. Donc Soro Guillaume est le danger de la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il le sait. Pourquoi il a tué IB? C'est ce qu'il voulait dire dans sa bande sonore. Que la Côte d'Ivoire avait publié. Sinon que le Burkina avait publié. Où il parlait avec Bassouri. Si vous avez la mémoire, rappelez-vous, lorsque Soro disait, si on n'avait pas éliminé IB et Désiré Tagro, on n'allait pas pouvoir gouverner. Ça veut dire, dans sa conception des choses, c'est lui, Soro Guillaume, parce qu'il le sait, puisqu'il a marché avec IB, il connaît la conception, ils se disent que quiconque viendra au pouvoir, ils vont considérer ce dernier comme un danger, comme un dictateur. Tous ceux qui sont venus au pouvoir, tous ceux qui viendront au pouvoir, si ce n'est pas eux qui occupent la place. Et donc, ils savaient que tôt ou tard, IB allait s'opposer à Alassane Ouattara. Il allait faire une rébellion pour s'opposer à Alassane Ouattara parce que pour le président. Et puisque Soro Guillaume, il avait cette même conception, cette même vision, que il avait déjà appréhendé les choses, qu'un moment viendra, IB prendra les armes contre Alassane Ouattara. Il prendra les armes parce que en ce moment-là, Soro Guillaume faisait partie du gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc pour que lui, Soro, il puisse manger tranquillement un certain nombre de temps, un certain nombre de trucs, de mois ou bien un certain nombre d'années, il fallait tuer IB avant que IB ne prenne les armes. Donc il connaît ça, il connaissait sa chose, IB. Voilà pourquoi il a éliminé. Et puisqu'il savait que Tagro, Désiré Tagro avait aussi cette même vision, il a éliminé. Maintenant, comme c'est lui seul qui reste, et personne ne maîtrise sa vision, c'est cette vision qu'il met maintenant en pratique pour combattre quiconque viendra au pouvoir. Tant que ce n'est pas lui Soro Guillaume, il va prendre les armes pour combattre ce dernier. Et tous les Ivoiriens, il a essayé sur Alassane Ouattara. C'est parce qu'Alassane Ouattara est vigilant. Sinon que le gouvernement d'Alassane Ouattara est infiltré. Tous ceux qui sont des ministres qui sont là-bas, beaucoup parmi eux sont des collaborateurs de Guillaume Soro. Je dis bien, ceux qui sont les ministres, beaucoup parmi eux sont des collaborateurs de Guillaume Soro. Si Ouattara avait fait l'erreur de nommer un certain Arnaud Tano, quand ministre de la Défense, il y a longtemps, le gouvernement d'Alassane Ouattara était déjà par terre. Je dis bien, parce que la confiance qu'il y a à Alassane Ouattara et à Montano, c'était tellement fort, c'était tellement intense, que Alassane pouvait faire une erreur pour dire Tano soit le ministre de la Défense du pays. S'il avait fait l'erreur de désigner Tano comme ministre de la Défense, il y a longtemps Alassane serait déjà par terre, parce qu'il allait faire un coup d'État dans le but d'installer son bon petit Soro Guillaume. Puisque c'est son petit qui est Guillaume Soro et il y a longtemps il coopère. Mais sur ça, Alassane a vu loin et il a évité de faire cette erreur. Alassane n'est pas Laurent Gbagbo pour être voilé partout, pour nommer n'importe qui sur n'importe quel poste. C'est ça qui a été vraiment la vigilance et la bravoure d'Alassane Ouattara. S'il avait fait l'erreur, parce que sachez bel et bien qu'au début, Ahmed Bakayoko n'était pas ministre de la Défense. Et que c'est lui qui était le ministre de la Défense, c'était Donvaï. Donvaï, lorsque les militaires se sont révoltés et qu'ils voyaient que Donvaï n'était pas à la hauteur, c'est là ils ont changé Donvaï. Ils ont dit, bon Ahmed Bakayoko, toi en tant que ministre de l'Intérieur, viens, tu vas devenir ministre de la Défense. Mais si Alassane, dans ses calculs, il avait fait l'erreur pour mettre à Montano, je dis à Montano comme ministre de la Défense, il y a longtemps, le gouvernement d'Alassane Ouattara était déjà par terre. Parce que Soro Guillaume allait frapper très tôt. Il allait dire, maintenant ils ont mis mon vieux père, il allait frapper très fort.
Puisque les Wataos étaient déjà, c'est des gens qui étaient déjà d'accord pour la philosophie de Tricosoro Diom, les Chérif Ousmane, ça allait vite passer. Si le ministre de la Défense, lui-même, il est corrompu, il est pro-Soro, et qu'il veut faire chuter Alassane Ouattara, les militaires, les chefs militaires, ils voient, ils sont... Mais la coopération allait être rapide et Ouattara allait tomber rapidement. Il allait tomber rapidement. Mais il a été vigilant et il a donné ce poste à Ahmed Bakayoko qui lui est loyal. C'est-à-dire il est loyal à Alassane Ouattara. Et donc Ahmed Bakayoko n'a pas cette intention de vouloir faire chuter le gouvernement d'Alassane Ouattara. Il est loyal dans toutes ses démarches envers le président Alassane. Et il ne veut pas, quand il apprend quelque chose, lui-même il va sur le terrain pour sensibiliser les militaires. Il va sur le terrain pour essayer de faire comprendre aux militaires qu'ils sont là pour la République, ils ne sont pas là pour un individu notoire appelé Guillaume Soro. Ils ne sont pas là pour lutter pour Guillaume Soro, mais ils sont là pour se battre pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Parce qu'il faut les sensibiliser. Le noir, black never guarantee. My brothers, my sisters, my friends. Black never guarantee. Black is a big problem. Alors, puisque le noir n'est pas garanti, il faut toujours sensibiliser l'homme noir pour qu'il puisse être vraiment logique dans son domaine. Parce que si tu le laisses, tu l'abandonnes sans conseil, mon frère, 3 à 4 mois, quelqu'un d'autre peut passer derrière toi pour corrompre ce dernier et il va changer de position. Voilà le problème du noir. Voilà le problème du noir. Donc, voici ce qui est clair. La preuve en est qu'avec le temps, le gouvernement ivoirien a su qu'à Montano était au sein du gouvernement, il écoutait les réunions des ministres et il filait les docs à Soro Diom. Ils ont su ça. Il était obligé, puisqu'il savait qu'il était déjà découvert, il était obligé de lui-même se retirer du gouvernement. Il était obligé de dire, bon, je ne fais plus, je ne suis plus ministre. Il a démissionné. Lui-même, il s'est fait démettre de ses propres fonctions. Alassane n'a pas encore agi et il a fui parce qu'il sait qu'il a été démasqué. Il a été démasqué au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Et comme Abdou Richard l'a bel et bien précisé, les DG du Trésor ivoirien, il était impliqué. Donc c'était aussi un ami de Dieu. Quand on parle du Trésor, ce n'est pas n'importe quoi. Le Trésor, mais c'est ça qui tient l'économie même du pays. Parce que sans Trésor, mais ça sera la pagaille. Et on dit tu es DG là-bas. Mais frère, vous comprenez déjà que les ennemis même de la République ivoirienne étaient occupés des postes très très stratégiques du pays. Ils occupaient des postes stratégiques. Mais est-ce qu'Alassane savait que SDG du Trésor, il était ami à Soro? Il ne savait pas. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Il fallait du temps pour démasquer ces gens-là. Mais le temps a été un autre nom de Dieu. Le temps a permis à Alassane Ouattara dans le temps de les découvrir dans un temps bien défini. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a été sans vraiment la réussite d'Alassane Ouattara. Mais si c'était encore le RPI allait laisser Soro Diom déstabiliser le pays. Voilà pourquoi j'ai dit au sein même du parti politique appelé le FPI, il n'y a personne aujourd'hui capable de gérer la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'ils n'apprendront pas la leçon du passé, si on est dans le pouvoir là, ça sera encore le désordre, mes frères. Quand je dis ils n'ont qu'à aller apprendre la politique auprès d'Alassane Ouattara, ils doivent comprendre. Eux, ils sont toujours dans les émotions. Non, la démocratie, s'ils veulent rester dans cette logique de démocratie, ils vont toujours faire massacrer le peuple ivoirien. Je dis bien, ils vont toujours faire massacrer le peuple ivoirien. Parce qu'en Afrique, c'est différent de l'Occident. Les Occidentaux, ils peuvent se permettre de parler de démocratie. Je dis bien, les Occidentaux, sur le territoire, ils peuvent décider de parler de démocratie. Le président peut être malade pendant 6 mois. Son remplaçant ne pourra jamais prendre le levier pour dire qu'il va faire un coup d'État contre ce président. Le jour où il sera rétabli, ils vont lui donner son pouvoir. En Afrique, c'est le contraire. Pendant même que tu es en bonne santé, pendant même que tu es au pouvoir, des gens complotent contre toi pour faire un coup d'État. Voilà les réalités de l'Afrique. Donc, un démocrate qui va se dire « je suis démocrate », qui va faire n'importe quoi, il n'y a pas sa place en Côte d'Ivoire. On ne doit pas donner le pouvoir aux membres du pays parce qu'ils ne sont pas encore bien formés. C'est comme un pays arabe. Je prends
l'exemple d'un pays arabe. Pour diriger les Arabes, il faut être dur que ces mêmes Arabes. Il faut être plus sévère qu'eux pour pouvoir les maîtriser. Parce que si tu es mou, ils vont te chier là-dessus. Ils vont te cracher là-dessus. Ils vont te malmener. Ton pays ne connaîtra jamais la paix. Je prends l'exemple de la Libye. Kadhafi, il dirigeait bien la Libye parce qu'il ne laissait pas le peuple libyen faire du n'importe quoi. Le désordre, il les mettait sur le droit chemin. Mais aujourd'hui qu'il est mort, tous ceux qui viennent là, ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas effrayer les Libyens. Donc, ils sont que dans le désordre. C'est ça le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien de nature, il est têtu. C'est un peuple bagarreur. C'est bien vrai qu'on est un peuple hospitalier, mais en même temps, on est un peuple palabreux. On est un peuple en même temps violent. Parce que il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas toutes les ethnies qui sont timides. Il y a des ethnies qui sont un peu éveillées, qui sont un peu violentes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour gérer l'ensemble de toutes ces ethnies, il faudrait que toi-même, le dirigeant, tu puisses être à la hauteur. Il faut être violent même que ton peuple. Je dis bien, sois plus violent que ton peuple. Et quand ton peuple te voit, il sait que s'il commet une petite erreur, il ne sera pas raté. Aucun parmi ce peuple ne fera des bêtises. Parce qu'ils savent ta capacité de frappe. Tout le monde va être sur le droit chemin. Voilà pourquoi il faut un homme comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le seul, je dis bien, est le seul politicien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je lance un défi à qui que ce soit de me démontrer en Côte d'Ivoire qui a une fois voulu juger son propre ami de lutte, une fois au pouvoir, qui a fait des bêtises, qui a demandé à la justice de l'arrêter. Ça n'existe nulle part. Sous le règne de Laurent Gbagbo, des gens ont dilapidé de l'argent. Ils ont fait n'importe quoi. Est-ce que Laurent Gbagbo a une fois osé les mettre en tôle? Il ne l'a jamais fait. Il les a laissés faire. Il les a laissés faire. Ils ont fait n'importe quoi. Et lui, il vient, il se justifie. Non, ce n'est pas moi. Je ressens, vous voyez un chef d'État qui parle comme ça. Lui qui doit garantir tous les domaines, c'est lui qui parlait comme ça. Mais avec Alassane Ouattara, que tu sois son ami, même si Dominique Ouattara aujourd'hui est déconne, Alassane Ouattara va dire, mettez-moi cette dame à la maca. Il ne va même pas imaginer pour dire, elle est la première dame, ou bien c'est mon épouse. Avec Alassane Ouattara, enfin, femme, tu déconnes, il te fout à la maca. Et les Ivoiriens le savent. C'est parce que Soro Guillaume ne savait pas. C'est parce que Soro Guillaume, il était ignorant sur ce fait. Donc, il pensait qu'en tentant Alassane Ouattara allait lui dire, bon, c'est mon bon petit. Lui, il n'est pas dans ça. Tu as déconné, il te fout en tôle. Les Sotoso n'avaient pas compris. Les Alain Lobognon n'avaient pas compris. Ils se disaient qu'ils étaient membres du RADP ou bien ils étaient RDE. Donc, avec tout ce temps qu'ils ont été RDE, ils vont faire n'importe quoi et puis Alassane va les regarder. Vous pensez qu'Alassane, il est pour la criminalité, il est pour le désordre, il est pour les coups d'État, il est pour les rébellions, il est pour les tortures? Non, Ouattara n'est pas comme ça. Et donc, quiconque se dit il est pro Ouattara, alors il est obligé de monter, de marcher sur le droit chemin. Si tu te dis pro Ouattara et que tu fous le bordel, c'est la maca qui doit t'accueillir. Donc, tous les pro-Soro aujourd'hui, qui se disaient pro Alassane Ouattara, mais avec le temps, ils ont compris qu'Alassane Ouattara ne cautionnait pas la violence au sein de notre nation. Ils ont compris qu'Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui acceptait les coups d'État, qui acceptait les rébellions. Ils ont compris que, vraiment, eux, ils ne sont pas de cette logique-là. Ils ne sont pas dans cette démarche. Alors, ils se sont mis en groupe. Toutes les personnes violentes ont créé un mouvement appelé GPS et ils se sont mis là-dedans. Alors, Ouattara, en tant qu'un président vigilant, en tant que quelqu'un qui veut la stabilité de son peuple, il ne pouvait pas laisser une bande de voyous, une bande armée, une bande de terroristes venir envoyer la terreur au sein de notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous qui passez votre temps, Alassane Ouattara, il n'a même pas hésité à arrêter des soldats ivoiriens. Ado Richard l'a confirmé aujourd'hui. Le mois passé, en avril, nous sommes en mai. Le mois passé, le mois d'avril, ils ont arrêté 14 soldats qui étaient en complicité avec Guillaume Soro qui préparait des coups d'État. Donc, est-ce que sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, il a une fois arrêté militaire? Parce qu'il savait qu'il y avait des militaires qui coopéraient avec Soro Guillaume. Mais est-ce qu'il a une fois osé les arrêter? Il a laissé le champ libre. Il les laissait faire.
Mais si tu es incapable de veiller sur tes propres militaires, tu es incapable de les surveiller. Chaque militaire doit être surveillé pour voir cette démarche. Parce que tu sais que le pouvoir là, ce n'est pas pour venir danser. Le pouvoir, il y a des risques. Parce qu'une fois que tu es au pouvoir, il y a des gens qui t'en veulent. C'est comme dans la société, la jalousie. Quand tu as tes biens, quand tu passes, il y a des gens qui t'en veulent. Qui veulent te ôter la vie et prendre tes biens, héritage. Mais c'est ça aussi le pouvoir. Lorsque tu es président de la République, ne te dis pas que tous ceux, ne te dis pas que tous ceux qui sont autour de toi là, ils ont un amour profond pour toi. Non, il y a des gens qui sont auprès de toi, autour de toi, mais qui te haït, qui te détestent, qui veulent récupérer aussi ta place. Donc tu dois être vigilant. Et quand tu fais ta nomination des ministres et ceux qui doivent gérer l'armée, tu dois être vigilant. Et à chaque fois, il faut faire le remaniement ministériel. Voilà pourquoi Ouattara a opté pour cette démarche. Vous pensez que c'est pour ne rien? À chaque moment, Alassane Ouattara, il change les ministres. Mais ce n'est pas pour rien. Mais est-ce que Laurent Gbagbo le faisait? Laurent Gbagbo le faisait sous la pression de Guillaume Soro. Mais lui-même de sa propre volonté pour dire, je n'aime plus ce ministre, je mets un autre, il ne l'a jamais fait. Et il laisse les ministres sur place. Et ils ont tout le temps de préparer n'importe quel coup avec l'adversaire de celui qui est au pouvoir. Mais avec Ouattara, imaginons si Ahmed Bakayoko il prépare un coup d'État avec Soro Diom, imaginons, c'est un exemple. Et qu'ils ne sont même pas encore arrivés au bout de la préparation de leur coup. Et Ouattara, bon matin, il dit, bon Ahmed Bakayoko, tu n'es plus ministre de la Défense. Je te nomme ministre des trucs des eaux et forêts. Ou bien ministre des trucs du showbiz en Côte d'Ivoire. Mais imaginons, c'est la déstabilisation totale de leur plan de guerre. Il va dire, merde, je ne suis pas arrivé au bout de mes idées. Oh, mais notre plan a échoué parce qu'il vient de me démettre de mes fonctions. Donc, du coup, ils seront obligés encore de revenir en arrière et obtenir encore d'autres négociations avec le nouveau ministre qui va devenir ministre de la Défense. Quand ils vont vouloir faire le coup, le président va encore changer ce dernier pour mettre encore quelqu'un. Vous comprenez, c'est une stratégie que Ouattara applique. Quand il vient un bon matin et puis il dit, bon, on va changer les ministres, ce n'est pas pour rien. Et déjà dit, mais Ouattara, il change trop les ministres. Mais ce n'est pas pour rien. Et c'est ce que Trump il fait aux États-Unis. Quand il voit qu'autour de lui, là, des gens qui sont là-bas, ils sont menaçants. Quand il les regarde, il dit, oh, toi, tu n'es plus là. Il prend quelqu'un d'autre. Et il le laisse un peu, après il le change. C'est comme ça, c'est ça la stratégie. Donc tu déstabilises le plan de l'adversaire. Parce que dis-toi qu'une fois que tu es président, autour de toi, là, des adversaires vont signer des pactes avec tes propres amis qui seront autour de toi. Et ils vont comploter contre toi dans le but de te renverser parce que soit ils ont proposé, ces derniers-là, ils leur ont donné beaucoup d'argent, on leur propose des gros postes. Donc du coup, ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est ça le noir. Donc Soro Diom, c'est parce que Alassane a été vigilant. Il a maîtrisé tout le jeu de Soro Diom. Mais concernant la résidence de Makori, qu'est-ce que Soro Diom a fait? Soro Diom, qu'est-ce qu'il a fait? Cette résidence, c'est sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, il a obtenu cette résidence. Mais il a obtenu ça, ça ne devient pas sa propriété privée. Il a obtenu ça momentanément, en tant que Premier ministre, pour qu'il puisse résider là-dedans. Et donc, ce qui veut dire que n'importe quel Premier ministre qui viendra, alors on peut lui donner cette résidence pour qu'il réside là-dedans. C'est comme le palais présidentiel, c'est comme la résidence du président de la République. Ça ne devient pas sa propriété privée. La résidence présidentielle ne devient pas la propriété privée du président en question. Le jour où il n'est plus là, ce n'est plus à lui. Ça devient la résidence du futur président encore. C'est comme le palais présidentiel. Le président qui est là, c'est là-bas, il s'en va travailler. Le palais présidentiel ne devient pas la propriété privée du président qui est là. Et que le jour où il n'est plus là, il va dire non, ce palais-là m'appartient particulièrement. Non, personnellement, non. Mais le cas de Guillaume Soro, c'était une résidence qu'on lui avait donnée pour exercer le métier du Premier ministre. Le jour où il n'est plus là, cette résidence appartient toujours à l'État. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la résidence qu'on lui a donnée à Makori, c'est la résidence de l'État ivoirien. Quand on dit l'État ivoirien, ça veut dire le pays. L'État ivoirien. Et cette résidence est là
pour permettre au Premier ministre d'y résider. N'importe quel Premier ministre qui viendra, ça va être sa résidence. Mais quand le gouvernement ivoirien, qui était celui de Laurent Gbagbo, lui avait donné cette résidence pour résider là-bas, Soro Guillaume, il crée une société fictive. Une société qui n'existe pas réellement, mais qui font croire aux gens que c'est une bonne société en montant des dossiers, en faisant des faux dossiers pour faire croire aux gens que Soro Guillaume, il s'offre cette maison à travers une société qui lui a vendu cette maison. Et le propriétaire de cette société, c'est Soultousoul, Kamagaté Souleymane, qui se fait appeler Soultousoul, qui est aujourd'hui à la Maka. Pour ne pas dire il est quelque part, il n'est pas à la Maka, il est quelque part. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, sous le dos du gouvernement de Laurent Gbagbo, il fait des faux papiers et il s'approprie la maison que l'État ivoirien lui a donnée en tant que Premier ministre pour rester là-bas. Le jour où son mandat de Premier ministre va prendre fin, il libère la maison. Et la maison devient toujours, c'est la maison de l'État, donne ça encore au futur Premier ministre qui va venir. Mais Soro Guillaume, sous le dos du gouvernement ivoirien, il fait des faux documents. Et il fait croire au futur gouvernement qui va venir que cette résidence, c'est lui, Soro Guillaume, qui a payé ça personnellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque le gouvernement de Gbagbo est tombé, Soro Guillaume a ses faux papiers, le gouvernement de Ouattara, il vient, il fait croire au gouvernement de Ouattara que c'est lui-même, Soro Guillaume, ses propres moyens qu'il a pris pour s'offrir cette maison avec une somme d'1 milliard 500 millions. Vous comprenez la magouille qu'il a fait? Voilà pourquoi c'est un criminel. Donc, Soultousoul, il a 2 crimes sur son dos. Ça veut dire tentative de coup d'État, parce qu'il était impliqué là-dedans. Et aussi blanchissement d'argent avec Soro Guillaume. Parce qu'en faisant ça, ils ont blanchi de l'argent, ils ont créé des faux comptes, ils ont fait n'importe quoi pour donner cette maison à Guillaume Soro. Donc, en tant que Premier ministre, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était même pas encore président. Il a tué, en dehors de ça, il vole une propriété privée de l'État ivoirien. Et il fait croire aux gens que c'est pour lui, c'est son propre argent qui a payé ça, qui a acheté cette maison. Vous comprenez le danger qu'il représente? Et quand on lui parle de ça, Afouchata Baba dit non, l'État est une continuité. Donc, c'est pas quelle magie Ouattara allait fouiller dans la vie de Soro Guillaume pour faire sortir des dossiers de 2009. Mais si l'État est une continuité, et que le futur président qui vient, si il estime ou il suppose que son prédécesseur avait fait des erreurs dans sa gérance du pays, lui, il peut revoir les anciens dossiers, réétudier ça pour voir est-ce que la Côte d'Ivoire ne doit pas être notre État. Bon, quelles sont les dettes du pays, qui avait payé, qui avait détourné quoi que ce soit. Mais s'il fait des liens, il découvre dans les enquêtes, il découvre que au sein du gouvernement précédent, il y avait des gens, des ministres qui avaient fait des détournements des biens publics. Mais le nouveau gouvernement peut décider de saisir la justice. En fait que ces gens-là comparaissent devant des tribunaux pour éclairer le nouveau gouvernement et aussi éclairer le peuple ivoirien. Mais dès lors qu'on porte plainte contre eux, et qu'ils refusent de venir, ils refusent de comparaître, ils refusent de se défendre, ou bien défendre leurs clients, ça sous-estime qui sont impliqués et qui sont, ils sont trucs. Mais toi, Soro Guillaume, tu dis que tu ne reconnais pas ça. Vous dites que c'est faux. Vous boycottez et après vous faites des recours. Mais si tu ne reconnais rien, tu dis c'est de nul et non aveugle et nul effet. Mais pourquoi tu t'en vas encore, tu envoies des gens pour faire des recours? Tu fais recours pour faire quoi? Puisque tu ne reconnais pas. C'est ça qu'on appelle de la plaisanterie sororienne. Excusez-moi, je vais me mouiller un peu la gorge. Donc, voici qui est Guillaume Soro. Et Soro Guillaume, il porte plainte contre Abdou Richard. Parce que pour lui, Abdou Richard la scelle. Donc, il saisit la justice européenne.
il porte plainte en Europe, en France, contre Abdou Richard, mais la convocation n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. Mais il paraît-il que Soro Guillaume aurait saisi la justice française contre Abdou Richard. Mais Soro Guillaume, dans sa vie, il n'avait jamais imaginé parce que il a fait n'importe quoi, mais il n'était pas prêt sur ce volet-là. Il pensait qu'en Côte d'Ivoire, puisqu'il a fait assez de tort, il a fait du mal à la nation. Et il avait réussi à déstabiliser le gouvernement de Laurent Gbagbo sur tous les plans, plan économique, plan militaire, plan politique, plan c'est ça, culturel. Il a réussi à déstabiliser Laurent Gbagbo sur tous les plans. Et rien ne s'était passé. Ou bien rien ne s'est passé. Donc, Soro Guillaume, il est dans cette logique. Il s'est dit, si Laurent Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose, ce n'est pas Alassane qui va faire quelque chose. Donc, il pensait qu'il allait œuvrer impunément pour encore faire reculer notre pays. Et que rien n'allait se passer. Et qu'Alassane ne pouvait rien contre lui. Mais il ne savait pas que... Et dans sa conception des choses, il s'est toujours dit, lui, Soro Guillaume, qu'il n'y a pas un procureur en Côte d'Ivoire capable de saisir des dossiers pour lui lancer un mandat d'arrêt international. Parce que pour lui, il se dit, quiconque est procureur, quiconque est juge en Côte d'Ivoire, a peur de lui, Soro Guillaume. Que son seul nom là, ça fait peur. Donc personne en Côte d'Ivoire ne pourra le pourchasser, ne pourra le traduire devant un paquet. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Mais il a été choqué, il a été surpris de voir un Abdou Richard avoir le courage de saisir les dossiers et pour le poursuivre. Ça a été son premier choc parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il se disait qu'en Côte d'Ivoire, personne ne pouvait l'enfermer. Et que tout le monde avait peur de lui parce qu'il avait une armée. Parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait envoyer des terroristes chez les gens pour leur ôter la vie. Donc pour lui, personne en Côte d'Ivoire, aucun juge, aucun magistrat ne pouvait saisir des dossiers pour le poursuivre. Et puisque Abdou Richard a saisi ça pour poursuivre Soro Guillaume, ça a été un premier choc. Il a été étonné, il a été surpris. Mais Abdou Richard a dit que des juges, des procureurs ont été menacés à travers les déclarations des avocats, mais ce n'est pas aussi ça. Des messages leur ont été envoyés pour les menacer. Mais lui, Guillaume Soro, il pense qu'en envoyant ces gens pour menacer les juges de Côte d'Ivoire, des procureurs de Côte d'Ivoire, ces gens-là allaient avoir peur et dire, bon, on laissera les dossiers de Soro Guillaume, ils allaient suspendre ça, ou bien ils allaient dire non, Soro Guillaume n'a rien fait sans condamnation. Mais c'est un mensonge. Malgré leurs menaces, Soro Guillaume a été condamné. Ça a été aussi un deuxième choc. Ne sachant plus quoi faire, il est obligé de saisir la justice française. Pour dire ces gens-là sont à mes trousses et tout. Mais il n'explique pas à la justice française qu'il saisit la justice européenne, qu'il saisit ici en Europe. Il ne leur dit pas ce qu'il a fait. Quand on lui demande, il dit non, c'est une justice manipulée parce que je suis candidat. Mais ce n'est pas pour rien que Soro Guillaume s'est précipité pour déclarer sa candidature. Il savait que ces magouilles allaient sortir au grand jour parce qu'il avait déjà les échos de ce qu'il avait fait, puisque les Amontano avaient informé Soro Guillaume de ce qui se tramait. Alors Soro Guillaume, pour ne pas être surpris, depuis l'Espagne, parce qu'il savait que les services de renseignement espagnols étaient au courant. La Côte d'Ivoire était déjà en communication avec les services de renseignement espagnols. Donc Soro Guillaume, pas peur, pour ne pas se faire arrêter, puisqu'il avait déjà reçu les échos, alors il était obligé de déclarer en Espagne qu'il est candidat. Et c'est là-bas qu'il a fait le communiqué. Que lui, Soro Guillaume, il est candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc dès lors qu'il avait dit ça, si le gouvernement ivoirien demandait à l'Espagne d'empêcher Soro Guillaume de quitter l'Espagne, en fait de lui lancer un mandat d'arrêt, et par la suite être extradé en Côte d'Ivoire, suite à cette déclaration, les autres pays européens allaient intervenir pour dire, bon, c'est parce qu'il a fait une déclaration que Ouattara, le gouvernement ivoirien, lui lance un mandat d'arrêt international. Donc, vous, gouvernement espagnol,
ne demandez pas à Interpol de l'arrêter. Laissez-le parce que c'est une manipulation politique. Voilà, donc il a anticipé sur les choses. Quand il a dit ça, il a fait des déclarations pour dire non, ils ont failli l'arrêter dans son hôtel. Donc, il préparait déjà un mouvement pour préparer les consciences des gens comme quoi un mandat d'arrêt venait. Et donc, puisqu'il avait fait cette déclaration, donc on voulait l'arrêter au sein de son hôtel. Mais c'était du mensonge. On ne voulait pas l'arrêter. Il a fait ça pour faire croire aux gens que le futur mandat d'arrêt qui va tomber sur lui, si ça tombait, et que ce n'était pas maintenant que Ouattara voulait sa peau. Et que depuis qu'il s'était déclaré candidat, alors Ouattara voulait sa peau. Parce que Soro Guillaume était au courant de ce qu'il tramait. Il savait que son plan était déjà dévoilé. Il savait que son plan était déjà dévoilé. Mais il se disait en même temps qu'ils ont dévoilé son plan en Côte d'Ivoire, mais il n'y a personne capable de l'arrêter. Et donc, lui, Soro, il va rentrer. Voilà, c'est dans ce but qu'il a pris le jet privé à travers une compagnie allemande, une compagnie privée allemande. C'est dans la main qu'il a loué le jet privé à une somme de 75 000 euros. Non, j'ai dit 75 000 euros. Au-delà, au moins 200 000 euros, il a pris équivaut combien de millions là? En tout cas, en francs CFA, ça fait au moins 75 millions de francs CFA. Donc, en euros, je ne sais pas combien ça fait. Je ne sais pas combien, si c'est 150 000 euros, ou bien combien de trucs d'euros. Mais, en francs CFA, ça fait 75 millions de francs CFA. Donc, vous pouvez calculer en euros, ça fait combien de trucs. Et il a pris cet avion avec le pilote qui travaille pour cette société. Et cette société a un accord avec l'Espagne au cas où l'avion a un problème. Dans n'importe quel pays européen, cet avion a le droit d'atterrir sur le territoire espagnol parce qu'il y a un accord entre cette société et une société d'aviation espagnole. Et c'est comme ça, en partant en Côte d'Ivoire, la société où Soro Guillaume a pris l'avion a été informée qu'une fois que Soro Guillaume mettra les pieds en Côte d'Ivoire, il allait être arrêté depuis l'aéroport. Alors, la société appelle le pilote étant dans l'avion pour que ce dernier informe Soro Guillaume de ce qu'il attend une fois en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient dans l'espace aérien nigérien. Niger, je parle du Niger. C'est là-bas il se trouvait, l'avion était déjà dans le ciel nigérien. Alors, Soro Guillaume a réfléchi, ne sachant plus où aller, il a demandé au pilote d'aller atterrir sur le territoire ghanéen. Mais là-bas encore, le coup de fil était déjà quitté à Abidjan envers les autorités ghanéennes pour dire, s'il atterrit là-bas, ne le laissez pas descendre de son avion. Prenez-le, envoyez-le en Côte d'Ivoire. Mais puisqu'il n'est pas descendu de l'avion, il ne peut pas rentrer dans l'avion pour l'attraper. Alors, c'est là le pilote a dit, bon, nous avons un contrat entre notre société et une société espagnole, donc on va aller atterrir là-bas. Et c'est comme ça, le monsieur a pris le vol, il a pris son avion pour se retourner sur le territoire européen. Et il est arrivé en Espagne. Et Soro Guillaume, il a contacté l'État français pour lui faire part de ce qu'il attendait et tout. Et c'est comme ça le gouvernement français a dit, bon, viens en France. Quitte l'Espagne, viens en France. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu en France. Pour être protégé, il était obligé de payer un bien mobilier, une maison, qu'il a payé pour qu'il soit propriétaire immobilier. Parce que les Blancs, ils aiment ça. Quand tu investis, ils ne te disent pas que tu es rebelle, parce que tu apportes quelque chose dans leur pays. Mais quand tu n'as rien et qu'il y a un problème, c'est eux-mêmes qui t'attrapent, même ils te font retourner. Mais quand tu as l'argent, tu es prêt à investir, eux-mêmes ils sont prêts, ils disent viens. Viens, on va te protéger, on va te protéger. Et c'est comme ça, Soro Guillaume est en France. Maintenant, il utilise ça maintenant pour dire non, c'est parce qu'il a été candidat qu'on veut. On veut lui faire la peau, il a été candidat. Oh, pourtant, c'est un gros rebelle devant l'Éternel. C'est un gros rebelle, un terroriste. Donc, tous les Ivoiriens qui ne savent pas là, qui regardent Soro Guillaume, c'est direct. Qui regardent les directs des trucs, des pro-Soro, tout ce qu'ils rencontrent là, c'est des mensonges.
Ils vous mentent, c'est des menteurs. Abonnez-vous sur Info Afrique. Vous qui regardez là, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne regardez pas un fille, non. Abonnez-vous. Dès que tu es en ligne, il faut cliquer sur j'aime. Il faut cliquer sur la page. Tu vas aimer la page comme ça. Tu seras un abonné de la page. Voilà, à chaque fois qu'on fera un petit direct, tu seras au courant qu'il y a un direct. Voilà, il ne faut pas regarder pour fuir. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Vous êtes nombreux, mais il faudrait qu'il y ait au moins 700 partages. Ou bien 750 partages. Partagez la vidéo. Même si vous ne partagez la vidéo. Il faudrait que dès qu'on coupe le direct, il faut au moins 700, 800 partages. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Alors, tous ceux qui vont partager ça, qui sont musulmans, que Dieu vous bénisse et que vos prières réussissent au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que le Créateur vous bénisse. Partagez ça, vous les musulmans. Vous êtes en carême, partagez ça, Dieu va vous bénir. Prière d'aujourd'hui, là, ça va apporter des fruits. Il faut partager, mon frère, ma soeur, partage la vidéo. Donc, voici un peu qui est Guillaume Soro. Voici un peu qui est Guillaume Soro. Donc, on ne peut plus perdre notre temps. Soro Guillaume, il a été démantelé. Et ce ne sont pas les seuls coups qu'il a fait. En dehors de la maison, il a encore fait d'autres choses. Il n'a pas encore été jugé pour ces choses-là. Donc, il y a encore des enquêtes qui sont en cours. Et il va être encore jugé. Il a été jugé tout simplement pour recel des biens publics. Est-ce que vous comprenez tout? Ça, il a pris au moins 20 ans. Ça, il mérite ça. Parce qu'il a abusé de la confiance de l'État ivoirien. Jusqu'à aller voler l'État ivoirien. Mais tu es le plus gros voleur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Donc pour ça, il a pris 20 ans. 4 milliards et demi d'amende qu'il va payer. Mais en dehors de sa tentative de coup d'État, là, ils ne l'ont pas encore jugé. Hein. Donc les Ivoiriens doivent savoir. Donc, avec tous ces charges-là, les militants de Soro Guillaume, ils pensent que leur leader va être candidat. Mais vous ne voyez pas qu'il y a assez de charges sur son dos. Au lieu de vous mobiliser, au lieu de vous pousser à faire des vidéos et dire n'importe quoi, au lieu de vous pousser pour raisonner comme des illettrés, comme des incapables, comme des personnes inconscientes, demandez-lui plutôt comment il compte faire poser sa candidature. Comment il compte faire, parce que ceux qui valident la candidature, là, il y a des magistrats là-bas. Cette affaire-là, la constitution est claire. Si tu es condamné en Côte d'Ivoire et que ta condamnation est en cours, tu n'as pas le droit d'être candidat. Lui-même, il le sait. Mais ceux qui l'ont condamné, c'est la justice. Or, pour valider la candidature de quelqu'un, la Cour constitutionnelle et tout travaillent ensemble avec les juges pour voir si tu es éligible ou inéligible. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la justice l'a condamné. Mais par quelle magie la justice va dire non, il est éligible? Et donc on accepte sa candidature. Mais le président qui est devant l'organisation qui valide les candidatures des gens, ce n'est pas lui seul qui travaille, il travaille avec ceux qui connaissent le droit. Donc des personnes qui maîtrisent le droit ne peuvent pas rester là et étudier les dossiers de Guillaume Soro, sachant bel et bien que lui-même, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Il a été condamné encore. Et ils vont dire, bon, ce n'est pas grave, mandat d'arrêt international, ce n'est pas grave, condamnation 20 ans, ce n'est pas grave, 4 millions d'amende. 4 millions et demi d'amende, il n'a pas encore payé, ce n'est pas grave, Soro Guillaume soit candidat. Mais vous rêvez ou quoi? Toi, on te dit que tu es un voleur, on te pousse à ton pays, te cherche pour te mettre en prison. Et ce même pays va dire, tu es candidat, viens le gouverner. Vous avez déjà vu ça où? Il doit d'abord, il doit être blanchi, il doit prouver aux gens qu'il est innocent avant le dépôt des candidatures. Il doit prouver aux gens qu'il est propre, qu'il n'est pas impliqué, ni de loin ni de près, dans ces choses dans lesquelles on l'accuse. Et après ça, si la justice ivoirienne est convaincue que les preuves et les arguments avancés par sur Guillaume Soro sont vraiment convaincants, alors on lève tout ce qu'on lui reprochait, on lève ça et on dit, bon monsieur, Guillaume Soro, vous pouvez être candidat. Mais ce qui est pire, on lui reproche des choses, au lieu d'aller comparaître,
pour se blanchir. Au lieu d'aller répondre, au lieu d'apporter des preuves, lui-même il fuit. Ses avocats aussi, ils fuient le procès, ils boycottent. Et il est au loin là-bas, il dit, je suis candidat. Mais vous-même là, vous qui êtes les militants de Guillaume Soro, est-ce que vous n'avez pas de cerveau? Vous n'avez pas de cerveau plutôt, excusez-moi. N'avez-vous pas de cerveau? Vous avez des cerveaux. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous faites semblant d'ignorer tout. Pourtant, les choses sont devant vous. Bon, peut-être vous faites ça à cause de l'argent. Peut-être ils vous donnent de l'argent. Donc, vous êtes obligé de ne rien voir. Ou bien vous voyez, mais vous faites ça pour qu'ils puissent vous donner de l'argent. Ça aussi, je comprends. Vous faites ça pour avoir un peu d'argent de Soro Guillaume. Puisqu'il en a beaucoup. Il vous donne. Prenez aussi. S'il vous donne parce que vous en avez besoin, donc vous savez que Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Mais en faisant ça, il vous donne de l'argent, il n'y a pas de souci, faites. Mais s'il ne vous donne rien, est-ce que c'est l'ignorance qui vous pousse à faire des vidéos et à le défendre, à le suivre dans ces sales besoins? Mes frères, je vous demande de vous réveiller. On n'a pas besoin d'être sorcier pour savoir que Soro Guillaume ne sera pas légible en Côte d'Ivoire. Et sachez bel et bien que tous les coups qu'il a montés, ces cellules ont été démantelées. Mais j'attire l'attention du gouvernement ivoirien. Soro Guillaume ne peut pas vouloir faire un coup d'État si les hauts gradés de l'armée ivoirienne, certains ne sont pas impliqués là-dedans. Je répète, Soro Guillaume ne peut pas prétendre, il ne peut pas acheter ses appareils, il ne peut pas mettre des armes dans des endroits divers. Il ne peut pas se dire qu'il est confiant à vouloir faire coup d'État s'il n'a pas encore réussi à convaincre certains commandants, certains généraux de l'armée ivoirienne. On fait un coup d'État lorsque une partie de l'armée est impliquée. On fait un coup d'État, ça réussit lorsque certains généraux ou certains commandants sont impliqués et qui sont d'accord. Là, toi qui veux faire le coup d'État, toi le leader qui pousse les gens à faire le coup d'État, tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Là, tu peux déclencher les hostilités parce que tu sais que des gens sont déjà convaincus. Donc, quand ça va commencer, ils vont se rallier. Et ça va faire vraiment un contrepoids face à ceux qui ne veulent pas se rallier. Donc, le gouvernement doit aussi faire attention. Doit pousser les enquêtes. Ceux qui sont au devant des bataillons de l'armée ivoirienne, mener des enquêtes. Vous verrez qu'il y a beaucoup de commandants, il y a beaucoup de généraux qui sont impliqués dans cette histoire de tentative de coup d'État que Soro Guillaume organisait. Moi, je vous ai toujours dit que je ne fais pas confiance à l'armée ivoirienne. Parce que ce ne sont pas les 14 soldats qui ont été arrêtés qui vont déstabiliser le gouvernement ivoirien. Je pense qu'ils sont nombreux. Ils sont au-delà de 14. Je dis bien, on dit des officiers supérieurs, 2 officiers supérieurs arrêtés et d'autres soldats arrêtés. Donc parmi les 14, il y a 2 officiers supérieurs. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce ne sont pas ces 2 officiers supérieurs-là qui pourront faire renverser Alassane Ouattara. Ils sont plus que ça. Il y a des généraux, des commandants qui sont impliqués. Je pense que si Alassane et son gouvernement et que la justice ivoirienne poussent le bouchon très loin, ils vont démanteler beaucoup. Enfin, il ne faut pas faire cadeau à ces gens-là. Quiconque est dedans, même s'il a eu une affinité plutôt avec le gouvernement ivoirien, arrêtez-le, mettez-le en tourne. Qu'il soit ministre, qu'il soit militaire, qu'il soit gendarme, qu'il soit haut et forêt, qu'il soit policier, qu'il soit, je ne sais pas quelle force qui existe encore, arrêtez-les, mettez-les en tourne. De la manière Erdogan a fait. La Turquie n'a pas joué. Erdogan a mis 60 000 soldats en prison. Ah oui, quand ils ont raté le coup d'État contre lui, il a arrêté 60 000. Est-ce que notre armée même, ça vaut 60 000 individus? En Turquie, là, ils ont arrêté 60 000 individus. Aujourd'hui, ils sont en prison. C'est toute l'armée même, il a arrêté. Et puis, il a fait encore une nouvelle armée. Donc, en Côte d'Ivoire, là, s'ils sont nombreux, qu'ils soient 20 000, qu'ils soient 15 000, qu'ils soient 8 000, qu'ils soient 6 000, arrêtez-les tous, mettez-les au Niouf. Qu'ils soient des anciens FSI, des commandants FSI, des généraux FSI, s'ils sont impliqués. Quel que soit le nombre d'individus, arrêtez-moi tout cela, mettez-les en prison.
pour leur montrer que c'est fini. Le temps des coups d'État est passé. Et que maintenant, on veut le temps du développement. Et que nous en avons marre des coups d'État. Quiconque osera vouloir frapper le pays en complicité avec un pseudo, Soro Guillaume sera arrêté, jugé et condamné à sa juste condamnation. Et les autres prendront exemple sur eux. Ils n'accepteront plus encore vouloir s'impliquer dans un coup d'État. C'est ce qui est clair. Donc, je pense que ces 15 trucs ne pourraient pas faire un coup d'État seul. Non, ces 14 trucs comme Corabie ne pourraient pas faire un coup d'État seul. Je pense qu'il y a encore des hauts gradés de l'armée ivoirienne. Cherchez-les, vous allez les trouver. Même le chef d'état-major, demandez un peu, menez des enquêtes sur lui. Il ne faut pas faire confiance. Moi, c'est ce que je dis. L'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, il doit savoir des choses. Menez des vraies enquêtes sur lui. Les shérifs Souman, menez des enquêtes. Les véhicules, les faufiers, en tout cas, tout cela, menez des vraies enquêtes sur eux. S'ils sont impliqués et qu'il y a d'autres, arrêtez-moi tout cela. Mettez-les en tôle. C'était mes conseils du jour. Pour finir avec la rébellion, il faut le faire. De la manière Soro, il est traqué aujourd'hui. S'il est arrêté, aucun autre Ivoirien ne voudrait encore prendre la place de Soro pour faire coup d'État. Il va dire, ah, Soro a tenté, voilà où il se trouve aujourd'hui. Tous les autres vont prendre exemple sur le cas Soro. Ils vont dire, non, non, quand tu fais rébellion, tu finis mal. Mais si on le laisse, il jubile, il vit la vie de Louga, les gens, ils vont vouloir ressembler à Guillaume Soro. Ils vont suivre les traces de Guillaume Soro. Et nous ne voulons plus ça en Côte d'Ivoire. Il faut leur donner des exemples sévères, des exemples juridiques. Et ces exemples, ça conduit en prison. Il faut les emmener tous en tôle. Ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'Alassane pour garantir la sécurité du pays. Je vous ai dit, les militants, les hauts cadres du pays, ils ne peuvent pas gérer le pays. Parce que si c'est eux là, Soro Guillaume va toujours réussir ses coups. Parce qu'ils ne sont pas vigilants. C'est déjà, ils ne sont pas vigilants. Ils vont rester en démocratie, Soro Guillaume va frapper un coup. Un bon matin. Mais avec Alassane, ce n'est pas ça. C'est du tic au tac. Tu ne peux pas lui réagir. D'ici, tu vas te réveiller trop tard. Il a déjà verrouillé ton propre jeu. Tu restes dans ton propre jeu. Sur ce, on se laisse. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Vous qui êtes connectés là, vous êtes truc, mais vous ne partagez pas. Ça ne vous coûte rien. Ça, le fait de partager là, tu fais l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les musulmans, courage à vous, que Dieu vous bénisse. Il faut partager. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Qu'Allah vous bénisse. Qu'il vous donne le courage, qu'il vous donne la santé, qu'il vous donne vraiment la détermination pour que vous puissiez arriver jusqu'au bout. C'était l'incontournable guerre, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République ivoirienne. On a ça. Ciao à vous.